Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ambev? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés ici du service Top Premium. Le lien est dans la description de la vidéo. On en parlera encore tout à l'heure. Donc, ici, alors, nous avons une compagnie ici, quand je dis Ambev. Donc, Ambev ici, c'est American Beverage. OK? Donc, American Beverage ici vend de l'alcool essentiellement en Amérique latine. OK? C'est une compagnie qui est très liée à l'entreprise qu'on appelle Anheuser-Busch InBev. D'accord? Je rappelle que Anheuser-Busch InBev, c'est une compagnie ici qui est belge, qui me semble également être éligible au PEA et qui est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Je le dis toujours, elle a coupé son dividende, elle rembourse la dette, c'est le premier brasseur au monde. Si vous pensez que Diageo ou bien, comment on appelle ça encore, Pernod Ricard a un pricing power, Budweiser a également un pricing power. Donc Anheuser-Busch InBev est sous-évalué en date d'aujourd'hui. D'accord? On en a déjà parlé dans une de nos vidéos, donc je vous invite à aller la revoir ici. Ça, c'est entre parenthèses. On en parlera peut-être sans doute dans les mois à venir. OK? So, on revient ici sur Ambev. Donc Ambev et Budweiser sont très liés parce qu'elles appartiennent, les deux compagnies appartiennent à la même personne, George Paolo Lehman. La même personne également qui a la compagnie qu'on appelle Kraft Heinz avec Warren Buffett. Normalement, ils ont un fonds qu'on appelle généralement ici 3G Capital. 3G Capital, c'est également les mêmes personnes qui ont également, pour ceux qui sont au Canada, les Tim Hortons. D'accord? Tim Hortons, je pense qu'ils ont également d'autres compagnies. Bref, ils sont très liés, ils sont très investis dans le secteur ici brassicole. OK? So, on revient au niveau de l'évaluation ici. OK? Alors, American Beverage, comme c'est une compagnie qui est cotée au Brésil. D'accord? À la base. OK? Je pense que c'est son marché principal ici, c'est le Brésil. Donc, ici, quand on parle d'American Beverage, c'est celui qui est coté, c'est le ticker ici, c'est celui qui est coté aux États-Unis. Et si on est coté aux États-Unis, on ne vend pas en dollars américains. On vend en monnaie autre que le dollar américain. Donc, les variations qui sont ici seront également impactées par la variation du taux de change pour les monnaies en Amérique latine. Déjà, il faut prendre ça ici en considération. Quand on parle maintenant de revenus, comme je l'ai toujours dit ici, le revenu, c'est important, d'accord? On regarde le revenu ici. S'il n'y a pas de revenu, de toute façon, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, c'est la première chose. Donc, on regarde d'abord le revenu. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants? Vous constatez quoi ici? Ils sont à peu près stables. Mais attention, ils sont stables pourquoi? D'accord? C'est la question qu'il faut qu'on se pose quand on lit les rapports financiers. Ici, je peux constater une chose. Est-ce qu'on fait des acquisitions ici? Premièrement, donc je regarde, est-ce qu'on a fait des acquisitions? Oui, on a fait une grosse acquisition à ce niveau-ci, on met ça ici en histogramme, et on a fait quelques petites acquisitions ici, d'accord? Des petites 100 millions par là, d'accord? Donc, nous avons des acquisitions. Est-ce que cette entreprise-ci a vendu certains segments d'activité? Divestiture, donc ici, on va regarder ça ici. Oui, elle a vendu certains segments d'activité et elle a vendu ces segments d'activité en quelle période? Vous constatez aux alentours de entre 2019 ici et 2020, d'accord? Et qu'est-ce que vous constatez ici? Boum, diminution du chiffre d'affaires. Donc, ça a un impact ici sur le business. Ça ne veut pas dire que l'entreprise en queue de peg des parts de marché ou quoi que ce soit. Il faut toujours prendre en considération cela. Tant que vous ne savez pas pourquoi est-ce que le revenu baisse, il faut prêter attention. OK? So, on regarde ici. Une fois qu'on a vendu ce segment d'activité-ci, vous constatez que le revenu a augmenté drastiquement à partir de cette période-ci. Et ce n'est pas comme si on a fait beaucoup d'acquisitions ici. OK? Les acquisitions de moins de 100 millions, ça n'a pas un si grand impact. OK? Donc ici, nous avons une compagnie qui a changé sur les 2 dernières années déjà. Elle a changé sur les 2 dernières années. Est-ce qu'on peut le voir encore autrement? Donc si on vend un segment d'activité, c'est qu'on veut garder uniquement ceux sur lesquels on peut avoir du pricing power. Donc on regarde également ici, est-ce que ça suit donc? Ici, on constate que la marge brute est de moins en moins élevée. Ça, c'est un drapeau jaune. D'accord? La marge brute est de moins en moins élevée. Donc, normalement, si la marge brute est de moins en moins élevée, vu que c'est une compagnie brassicole, ça veut dire ici peut-être le prix, les volumes, est-ce que les volumes suivent au même moment où les prix baissent? Est-ce que est-ce que c'est plutôt le prix des matières premières qui augmente? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qui pousse la marge brute à diminuer? Faites attention, ok? Parce que là, on a déjà des revenus qui stagnent, mais la marge brute n'augmente pas. Mais la marge brute n'est qu'une partie de l'histoire. Maintenant, vous comparez la marge brute ici avec on va prendre les EBITDA ici, ok? Bénéfices avant impôts, intérêts et amortissement, ok? Donc, on prend EBITDA margin ici, on essaye de voir, est-ce qu'également on est sur une pente baissière? C'est la même chose, la pente est baissière.
Deuxième drapeau jaune, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une pression également au niveau de la marge brute, il y a une pression au niveau des charges opérationnelles, d'accord? Enfin, dépenses opérationnelles, parce qu'il n'y a pas de réduction au niveau des dépenses opérationnelles. Il faut faire attention ici. Donc, à partir de ce moment, si je commence à voir, OK, qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie-ci? Donc, le revenu, etc., c'est bien. Mais maintenant, je vois ici qu'on a une pression également au niveau des marges brutes, on a une pression au niveau des marges EBITDA. Est-ce que les marges nettes suivent? Donc, est-ce que les marges nettes arrivent à se maintenir? Donc, ici, au niveau des marges nettes, on constate plutôt qu'on a un certain maintien des marges nettes. OK, ça va. On a un maintien des marges nettes. D'accord? Donc, malgré toute la baisse, etc., les marges nettes sont à peu près, en tout cas, depuis 2018. Faites attention. Donc, ça, je le prends ici en considération. Donc, les marges nettes, on les compare toujours avec les free cash flow. Donc, vu que nous avons une compagnie ici qui est en plein changement, est-ce qu'il est judicieux pour moi de prendre les revenus attendus par les analystes sur les 12 prochains mois? On s'attend à 16 milliards. D'accord? Actuellement, on est à 14 milliards 650. Alors, vu la baisse des marges brutes ici, vu la baisse des marges EBITDA ici, je serais un peu plus prudent sur ces dossiers ici. D'accord? Donc déjà ici, à partir d'ici, je serai très prudent. Donc, ce que je vais faire, on va faire simple, hein, je prends le 14,56. Si on a plus que ça, tant mieux. 14 milliards 650. OK? Maintenant, on va regarder la croissance. Bon, la croissance du revenu, si on va mettre ici stable, 0. D'accord? On se maintient. En termes de free cash flow ici, je compare les free cash flow et les net income si on parle le même langage. OK? Donc, connaissant ces gens-ci, je sais qu'ils font beaucoup de... Comment on appelle ça? Ils déprécient énormément les actifs ici, d'accord? Donc, c'est vraiment des dépréciations ici d'actifs intangibles, ce qui leur permet d'économiser en termes d'impôts. Ça, c'est 3G Capital est très réputé pour faire ce genre de choses. Et également, ils sont très réputés pour faire une économie en termes de coûts. Or, quand vous faites les économies ici en termes de coûts, il faut faire attention parce qu'à un moment donné, on peut pas couper jusqu'à l'os. À un moment donné, ça a un impact sur le business. D'accord? Donc, ça dépend également quel type d'économie on fait au niveau des coûts. Est-ce que ce sont des économies en termes de marketing? Est-ce que c'est en termes de personnel, etc. Parce qu'ici, le marketing, je dirais que c'est le nerf de la guerre ici, hein. Il faut avoir le marketing au-delà du réseau de distribution parce que pour concurrencer une compagnie brassicole, il faut déjà avoir un réseau de distribution ici assez solide. OK? Donc, c'est un avantage concurrentiel non négligeable, le réseau de distribution. Donc, ainsi que le marketing également. Donc, la puissance marketing ici, c'est une, comment on appelle ça? C'est généralement ici un avantage concurrentiel de pouvoir faire à ce que le consommateur voit vos produits partout. D'accord? C'est important. Donc, ici, en termes de net income, je compare maintenant les free cash flow et les net income, comme je l'ai dit ici. Free cash flow et net income, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, on regarde sur la même chose ici. On voit que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Ce n'est pas étonnant pour ceux qui connaissent la façon dont les gens de 3G gèrent leurs entreprises ici. Je sais que les free cash, je m'attends à ce que les free cash flow sont généralement supérieurs au net income. C'est peut-être à peu près la même histoire quand vous allez regarder Budweiser, d'accord? Donc, on regarde cette compagnie-ci, OK. Ce que moi je vais faire pour me protéger encore au supplémentaire, une protection supplémentaire, je sais que les free cash flow sont plus élevés, OK? Je vais prendre ici la marge des net income. D'accord? Même si je sais que les free cash flow en termes de marge sont plus élevés. Mais il faut également observer que sur les 2 dernières années, c'est à peu près la même chose. Ils sont à peu près stables. Donc, en termes de marge ici, je prends les marges sur les 3 dernières années. On est à peu près à 18% ici. Sur les 3 dernières années. Parce que sur les 5 dernières années, on a 19%, etc. On frôle même les 20%. Donc, je prendrai mon 18% ici. D'accord? 18 en termes de pourcentage. Maintenant, nombre d'actions. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? OK? Donc, ou bien, est-ce que c'est une entreprise ici, voilà, qui a l'habitude d'augmenter ses actions? Donc, ici, on a un rachat d'actions, quand même, légèrement. 15 milliards 850, donc 15 milliards 850. Donc, c'est quand même beaucoup d'actions, hein. Il faut 15 milliards 15,85. D'accord? C'est en milliards, donc billion. Maintenant, en termes de PER, c'est une compagnie brassicole. Même si elle opère ici en Amérique du Sud, je sais que les compagnies brassicoles se négocient généralement à des PER très élevés, notamment parce qu'elles ont naturellement un pricing power. Surtout les compagnies, parce que c'est également des compagnies matures, mais surtout également celles qui ont une envergure un peu comme American Beverage. Okay? Je ne dis pas que si vous allez ouvrir la compagnie brassicole lambda ici de petite taille va avoir va avoir tendance à se négocier avec les mêmes multiples. Il faut faire attention ici. Non, ce n'est pas le cas. Donc, ça dépend également parfois de la taille de l'entreprise, de la dette, la croissance, etc. Donc, ici, quand vous regardez à long terme, sur une longue période de temps, le marché paye 23 fois les bénéfices.
Sur les 5 dernières années, il paye 23 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, il paye 19 fois les bénéfices. Je prendrais 20 fois les bénéfices. OK? Faire simple. PER moyen, 20 fois les bénéfices. Au niveau de la dette nette ici, est-ce que nous avons une entreprise ici qui rembourse sa dette? Sachant qu'eux, ils font beaucoup d'acquisitions. Je veux voir ici s'ils remboursent leur dette. Donc, on voit à peu près ici qu'on a du cash net. C'est une bonne chose. Et comme je dis toujours, quand on a du cash net, toujours aller vérifier si on a réellement ce cash net-là dans les rapports financiers. D'accord? Donc, parce que c'est une compagnie brésilienne ici, peut-être que la comptabilité est différente, etc. Mais ça m'étonnerait. Mais ça reste quand même un point sur lequel il faudrait creuser en supplément. Donc, 9 milliards. De toutes les façons, tous les éléments que je donne ici, il faut les creuser, il faut les questionner. Donc, on a 2 milliards 900 en termes de cash net. On a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de notre compagnie. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont des questions ici concernant, voilà, si vous voulez qu'on analyse également rapidement vos entreprises en termes de manière quantitative ici, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le service Top Premium. Le prix qui est affiché ici, c'est à l'année. Donc, vous divisez par 12 plus la TVA parce que normalement, si vous êtes en France, vous aurez la TVA en supplément. Ici, je ne peux rien faire en supplément par rapport à ça. Désolé. Donc, ici, en supplément, vous avez les analyses sectorielles que vous avez sur la Top Newsletter également que vous avez en description de la vidéo. Ça, c'est totalement gratuit. Donc, les analyses sectorielles, n'importe quel secteur, dépendamment ici. Parfois, parfois, au moins, chaque mois, vous recevez des analyses sectorielles sur différents secteurs. Ça vous permet ici, si vous investissez aux États-Unis, d'à peu près de voir comment est-ce que ce secteur-là se comporte. Et parfois, ça peut même avoir une relation avec la façon dont ce secteur-là, le même secteur peut se comporter en Europe, parce que les entreprises américaines sont parfois des entreprises même qui sont internationales. OK? Donc, au niveau ici, vous pouvez également faire des demandes, des demandes d'analyse ici pour des demandes de notes d'analyse. Parce que quand je fais une analyse sectorielle, je vous donne les entreprises sur lesquelles il y a des notes qui sont disponibles en date d'aujourd'hui. Donc, en supplément de ça, on fait des analyses fondamentales comme ici, donc à la demande. Et en dernier lieu, je vous propose mensuellement 2 entreprises qui selon moi, sont sous-évaluées et qui ont des avantages concurrentiels. Il ne s'agit pas juste de proposer les entreprises, on fait également le suivi. Donc, on vous donne des notes d'analyse ici. Donc, ces suivis-là sont basés sur les conference calls ainsi que sur les rapports financiers ici. Donc, au moins 2 fois par an. Donc, même si je propose une entreprise ici aujourd'hui, par exemple, si je propose Google, vous aurez la note d'analyse et tant que le scénario de départ est toujours d'actualité, on fait le suivi, OK? Donc, au moins 2 fois par an. Donc, actuellement, on a déjà 2 entreprises qui sont présentement sur notre liste. Ce mois-ci, on aura 2 nouvelles entreprises. Donc, le but n'est pas ici de vous promettre un quelconque rendement. Non, pas du tout, OK? Donc, je propose des entreprises. D'accord? Ça vous permet ici, voilà, ça vous donne ici une idée générale de où est-ce qu'il faut aller fouiller pour les informations, etc. Et on compare. Donc, vous faites vos propres recherches ici et on analyse à peu près, voilà, si vous avez des questions, on est là pour pouvoir y répondre. OK? Donc, vous avez également le lien vers le Discord privé. Tout ça pour le prix qui est affiché ici, divisé par 12. Vous voyez ce que ça fait ici. Donc, on y va présentement. On finit. C'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne, entre parenthèses. Donc, pour terminer avec Ambev, une fois qu'on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation, avec toutes les questions qu'on se posait précédemment ici, vous savez que là, on va être prudent. OK? Donc, la marge brute m'inquiète. La marge EBITDA m'inquiète, même si les marges nettes semblent être stables, je sais déjà qu'il faut aller vérifier. Pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là? Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce qui va se passer? On a 14 milliards 650 attendus sur les 12 derniers mois. Parce que normalement, on s'attend à plus que ça à la fin de l'année. En tout cas, en 2023. OK? Multiplié par 18% de marge bénéficiaire. D'accord? Fois 20 fois les bénéfices. OK? Moins la dette nette. On n'a pas de dette nette, on a du cash net. Donc, on a plutôt 2,9 milliards de cash net ici. Divisé par le nombre d'actions. Rappelez-vous, on a 15 milliards 850 millions d'actions. Divisé par 15,85. OK? Ça me donne ici au total 3,50 $. OK? Donc, je mets ici X20. X20, on met 20 ici, égale 3,50 $. Donc, cette entreprise-ci semble être sous-évaluée en date d'aujourd'hui. D'accord? Semble être sous-évaluée. OK? Maintenant, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici, d'accord, en dividendes, quel est le rendement que vous allez obtenir? Donc, le 18% ici, ça donne un peu 2 milliards 600, donc 2,6 divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est de 41 milliards, divisé par 41, on a un rendement de 6,34%. Elle paye 4,75% ici en termes de dividendes. Est-ce que c'est un dividende qui a l'air safe? Donc, est-ce qu'il est distribué ici de manière disciplinée? Donc, on va ici regarder le dividende sur les derniers mois. On dézoome un tout petit peu. Voilà. Elle n'est pas très disciplinée sur le versement de ces dividendes-là. Donc, on voit ici que sur les dernières années, d'accord, ce dividende a l'air même d'être décroissant, sauf par exemple sur les 2 dernières périodes ici de 2020-2021. Je peux également comprendre pourquoi est-ce qu'il est décroissant, parce que cette entreprise-ci
payer à peu près un gros, vu le changement ici au niveau du business ici, elle paye également un dividende assez élevé. Et rappelez-vous qu'elle a du cash net. Et généralement, connaissant les gens de 3G, je sais qu'ils privilégient plus le rachat d'actions que le versement du dividende. Et également, quand ils gardent du cash comme ça, ce qu'ils prévoient également faire, c'est des petites acquisitions. D'accord? Donc, eux, ils sont encore sur... voilà, ils ont encore une vision en termes de croissance ici. OK? Donc, c'est une bonne entreprise qui pourra traverser la période difficile actuelle. Le dividende ici, il est solide. D'accord? Il y a de fortes chances qu'on continue à vous le distribuer. Ça représente presque la moitié de ce qu'on gagne ici aujourd'hui. Mais... faites attention ici à la baisse ici, au fait que la marge au bout diminue, ainsi que la marge EBITDA ici. Donc, c'est un drapeau jaune, mais ça pourrait avoir également une explication assez plausible ici, peut-être parce qu'on entre sur des nouveaux marchés, etc. Ou bien on a fait des acquisitions ici de certaines marques ici qu'on essaie de pouvoir remettre au goût du jour. D'accord? Donc, faites attention. Sans doute que le prix actuel est intéressant. OK? Et je pense que la seule raison pour laquelle on va peut-être garder cette entreprise, c'est qu'on se dit que le dividende va rester à peu près solide. Mais c'est un bon business. Moi, j'aime bien les compagnies brassicoles. Franchement, ils ont généralement un pricing power, naturellement, d'accord? Surtout les plus grosses. OK? Mais en termes de croissance, etc., ne vous attendez pas à grand-chose. D'accord? N'oubliez pas également que dans le secteur brassicole, il y a également des changements de goût, des choses comme ça. Par exemple, il y a des gens qui préfèrent la bière sans alcool. Je ne sais pas à quoi ça sert la bière sans alcool. Je n'ai jamais compris ça. D'accord? C'est la bière sans alcool. Pourquoi? Bref, il y a des gens qui ont besoin de bière sans alcool. Il y a également ce qu'on appelle je pense que c'est les cocktails, dans les mix. Par exemple, on va dire on vend aujourd'hui, on va peut-être vendre ici, voilà, moi, du coca à base de Jack and Coke, d'accord, en canette. Ça se vend également, d'accord. Donc, c'est un genre ici de, comment dire ça, c'est un trend présentement, les gens aiment bien les mix. Donc, c'est pas également avec le fait que l'entreprise ici n'est pas adaptée au goût du jour, des choses comme ça. Mais bon, c'est quelque chose qu'on fait généralement rapidement. Faites attention à ça. Il y a également les bières artisanales qui ont pris qui prennent un certain marché également ici. Donc c'est très demandé également ici, les bières artisanales. Par exemple, à Montréal, j'ai été étonné de voir qu'il y a beaucoup de bars où on fait des bières. Le bar fait sa propre bière. Bon, je ne savais pas. Bon, moi, venant d'Afrique, je sais que bon, c'est peut-être une nouvelle culture ici. Mais c'est tout à fait normal. OK? Il y a des bières artisanales qui sont également très célèbres. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais je sais qu'en Amérique du Nord, c'est également un changement qui arrive, qui est de plus en plus visible. OK? Donc, les grands groupes également essayent de s'y introduire, et ne vous inquiétez pas. Donc, par exemple, les Molson Coors au Canada, par exemple, aux Constellation Brands, Budweiser, qui est toujours également aux États-Unis, donc, et en Europe également. Donc, ils essayent également de s'orienter vers ces différents segments de croissance-là, parce que ça reste des segments de croissance ici. OK? Donc, on va se dire ici que Ambev est intéressante au prix actuel, mais vous savez qu'on a également des questions par rapport aux marges, etc. Donc, il faut y répondre et se donner à peu près avant de pouvoir se lancer ici. D'accord? Il faut faire attention. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le lien vers la Top Newsletter et le service Top Premium est dans la description de cette vidéo aussi. Merci.